nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Bonjour et bienvenue dans le calendrier de l'Avent des comics. Cette année sous une forme un peu particulière puisque ça ressemble diablement à de l'audio. D'aucuns même m'ont déjà dit que ça ressemble à du podcast. Et oui, c'est un peu vrai. Et tout ça pour pouvoir inviter plus facilement des gens. On m'a dit que c'était potentiellement plus convivial pour les fêtes et que c'était à peu près ce qu'il fallait faire. Eh bien j'essaye, et donc j'invite des gens, et aujourd'hui c'est le tour de Thomas Savidan, et ça rime, et c'est la frime, et bonjour Thomas. Bonjour. Ça va ? Oui, ça va et toi? Bah oui, ça va, j'ai du thé, c'est cool. Voilà. Moi, je suis à l'eau, tu vois, je suis encore plus prudent. Ah, ouais, je comprends. Mais tu sais, il fait un peu froid, un peu de thé chaud, ça réchauffe quand même, tout ça, ça peut être cool. Et donc du coup, il se trouve que sur ces petits enregistrements, des fois il y a des gens qui nous écoutent, voire même des fois qui observent une retransmission vidéo, et tout simplement peut-être qu'ils ne te connaîtraient pas. Et donc je vais, si tu le veux bien, te laisser te présenter. Je pense que tu es le mieux placé. Oui, je vais essayer. Donc, je m'appelle Thomas, je suis passionné de comics depuis l'adolescence, essentiellement de Marvel au départ, parce qu'à l'époque, c'est ce qui se publiait. Oui. Et donc, après, quand j'étais étudiant, j'ai plus ou moins mis sur pause. Je m'intéressais à d'autres choses, tout ça. Et il y a 15 ans à peu près, ou une dizaine d'années, quand je suis arrivé sur Paris, je suis rentré dans ce qu'on appelle une bibliothèque. Il paraît que tu connais ça. Ah bon? Et donc, comme il y avait énormément de choix, il y avait un rayon comics. Et je me suis dit, tiens, ça fait très très longtemps que j'en ai pas lu. Je vais m'y remettre. Mhm. Et depuis, j'en lis de plus en plus. Je suis même passé de l'autre côté. Parce que, après avoir écouté un podcast que tu connais un peu, qui s'appelle les GG Comics. Oh, je le connais si peu, écoute. Oui. Et donc, il y avait quelqu'un qui parlait, qui s'appelait Sonia. Mhm. Et puis, je me suis dit, tiens, j'aime bien ce qu'elle raconte. Je suis allé voir sur son site, je trouvais ça très sympa. Puis, je me suis dit, tiens, je vais lui écrire et je vais lui proposer si elle a envie que quelqu'un écrive aussi des textes sur son site. Mhm. Comme elle est extrêmement adorable et gentille, elle a dit oui. Et donc depuis, en fait, je suis à la fois un lecteur et puis un chroniqueur de comics pour Comics Have the Power. Mhm. Tout à fait. Et puis par ailleurs, parce qu'il faut bien vivre, je suis professeur d'histoire. Et oui, c'est ça. C'est toujours la petite occupation à côté. Qui prend beaucoup de temps. Oui, bah oui. Mais voilà. Mhm. Il me semble aussi que tu fais des apparitions dans les GG tout court, puisque tu es apparu dans un numéro des GG Comics tout court, et tu es aussi dans l'équipe des GG History. Voilà, oui. À force d'écrire et tout ça, on m'a proposé de participer au GG History. Mhm. Et donc, on en avait fait un sur l'année 1986, c'est ça, si je me souviens bien. Oui, c'est ça, oui. Et puis sur White Storm. Mhm. Et Dont en la ce deuxième moment- partie devrait pas tarder à sortir. Et normalement, au moment où cette vidéo sort, normalement ça devrait être sorti. On Ouais. croise les doigts. Voilà, et puis après, quand on m'invite ou me propose des choses, je suis ravi de venir. Voilà, donc je suis ouvert à toute proposition, n'hésitez pas. D'accord. J'ai un joint à refaire dans la salle de bain, tu Alors, on va rester potentiellement sur les comics parce Ah, que d'accord. mes tâches manuelles consistent à tourner les pages des comics et tout le reste, c'est une catastrophe. Donc, Ah mince. je vais pas pouvoir. Mais même la cuisine? En fait, il y a mon mari qui cuisine et puis moi, je déguste. D'accord. Donc, non, vraiment, tourner les pages des comics. D'accord. Bon tant pis, j'aurais essayé. Mais je récupérerai peut-être l'adresse de ton mari, comme ça on pourra quand même manger un petit truc. Oui, ça, il cuisine très très bien. Je te le Nickel. conseille.
Et donc du coup, on a discuté un petit peu de quel titre on pourrait discuter pour ce calendrier. Et alors j'ai l'habitude généralement de laisser aux gens en fait un petit choix en fait de me proposer donc un petit peu un personnage, un truc comme ça. Et je proposais aussi thème et je dois le dire, tu es la seule personne à avoir choisi de thème. Ah oui? Ouais. Et donc du coup, toi tu m'as dit querelle de famille Mm. et si possible avec les X-Men. Ouais. Ouais, j'ai été hyper exigeant. Je me suis dit, il va passer des heures à chercher, il ne trouvera rien. Et comme ça, j'étais tranquille et je pouvais éviter l'émission. Et oui, et manque de bol, et bien j'ai trouvé. Mm. C'est une petite histoire, tout simplement d'à peu près une dizaine de pages, qui se situe dans l'anthologie qui s'appelle Marvel Holiday Special 2004. Donc c'est une anthologie qui a plusieurs histoires. Il y a une autre histoire sur J. Jonah Jameson et une autre histoire sur Franklin Richards et les 4 Fantastiques. Voilà. Mais ouais, que je ne connaissais pas du tout avant que tu me proposes de le lire. Oui, bah c'est ce genre de petit recueil est fréquent, mais c'est vrai que si tu t'intéresses pas à Noël, en fait, on en parle pratiquement jamais de ces petits recueils. Ouais, Mais puis je pense que c'est rarement édité en... Parce que moi, je lis essentiellement en français. C'est rarement édité en français. eh ben, figure-toi Euh, que celui-ci, si, je l'ai même eu en français et je l'ai fait gagner l'année dernière à des gens. Ah bah, dis donc, comme tu vois, je lance des choses et je me trompe. Non, non, mais sur l'extrême majorité, tu as parfaitement Mm. raison. C'est juste sur celui-ci en particulier. Il y a aussi Urban qui a fait des traductions dans quelques kiosques Batman aussi de quelques numéros de Noël ces dernières années. Ouais, je me souviens d'une revue avec Mignola où il y avait un récit de Noël. En tout cas, il faisait la couverture. Ça, je me souviens de Mhm. ça. Et t'avais aussi donc, alors en tout cas les 2 derniers Noëls, j'ai l'impression que ce Noël-ci on s'est râpé. En fait, il traduisait une partie en fait du recueil de l'année précédente que DC avait sorti sur le thème de Noël et quelques histoires en plus qui rentraient pour compléter le magazine. Et c'était vachement intéressant. Mm. Donc voilà. Et donc du coup, bah, on est sur une petite histoire donc, qui va parler X-Men, famille et tout ça. Et eh bien avant de commencer à narrer, je voudrais savoir, eh bien du coup, qu'est-ce que tu as pensé de cette histoire en fait. Bon, j'ai trouvé ça une lecture plutôt agréable. C'est Mhm. pas un épisode majeur, ça n'a pas un rôle dans la continuité ou l'histoire des X-Men, mais j'ai Mhm. trouvé ça plutôt agréable. Et je trouve que justement, ce qui est bien, c'est que ça respecte un peu les codes des récits de Noël. Il y a un enfant qui est un peu isolé, des moments de partage, une fin qui est très optimiste. Oui. Donc on retrouve vraiment ces codes de Noël. Le dessin, je suis moins convaincu, hein. Ah. Euh, Ouais, je comprends le style donc du dessinateur qui s'appelle Duncan Rouleau et est assez particulier. je crois voir que c'est Roger Cruz, le dessinateur, non? T'es sûr? Ben, si je regarde, Pencil Roger Cruz. Hmm. Ah oui, en effet, je me suis gouré. Je me suis gouré, putain. En fait, pour tout te dire, je sais pourquoi je me suis gouré et je vais te l'expliquer de suite. En fait, le scénariste est le même sur les 2 histoires. D'accord. Il s'appelle donc Roberto Aguirre Sacasa. Hmm. Et tu regarderas l'histoire d'après est aussi scénarisée par lui. Et du coup, j'ai regardé le nom du scénariste et du coup, j'ai repris celui d'en dessous. Ah, je suis my bad. C'est pas grave. Voilà. Mais de toute façon, je ne connaissais aucun des deux dessinateurs avant de regarder la bande dessinée, quoi. Il a fallu que je regarde dans les crédits pour savoir qui c'était, parce que le style, je Oui, non, ouais, reconnaissais. c'est vrai qu'il a pas fait grand chose de particulier. Il avait fait pas mal, tu sais, la série X-Man, tu sais, Ouais, avec John Cable. ouais. Un peu de X-Men First Class et tu sais l'espèce de récit avec Arana, Art of the Spider aussi. Bref, il a fait beaucoup de Marvel et un poil d'Image aussi, Hmm. notamment sur du Youngblood. Voilà, Un titre majeur. c'est ça. Ah bah ça peut servir à lancer des carrières, hein, Youngblood, faut pas toujours.
Mais donc voilà. On commence toujours quelque part avant d'évoluer. Hein. Mm, mm. Et donc voilà, donc c'est moi aussi pour ma part, je trouve que c'est une bonne petite histoire. En effet, pas révolutionnaire, qui va pas tout changer dans l'univers des X-Men, oh mon dieu. Mais c'est vrai que je l'aime bien et je trouve ça encore plus intéressant les personnages sur lesquels on va s'attarder en fait. Euh, voilà, c'est pas forcément que les têtes d'affiche que je vois le plus, en tout cas dans les histoires de Noël des X-Men. Pour tout te Ouais. dire, le Griffu est souvent mis en valeur en fait. Alors que là, il se barre à la page 3. Voilà. Donc c'est vrai que là, du coup, rester sur le couple, donc on va voir qui est donc... bon, allez, on le dit, c'est Cyclope et Emma Frost, et qui s'occupe donc tout simplement d'un étudiant à l'Académie Xavier, c'est assez rare en fait pour être souligné, et j'aime bien ce qu'ils ont fait, du coup. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et donc du coup, je te propose qu'on commence à narrer, puisqu'on a déjà commencé à spoiler. Non, à divulgacher. Ouais. Après, comme tu l'as dit, il y a 10 pages, donc Oui. on dit c'est assez rapidement, t'arriveras assez rapidement à la fin, il n'y a pas énormément de surprises. C'est ça. Ouais, mais il y a des petits trucs quand même assez sympas à noter. Ouais. Donc l'histoire commence donc à l'Institut Xavier, et donc on est le 22 décembre. Et on commence donc sur Bobby Drake, donc alias Iceman, qui se dit que quand même tout ça, ça manque un peu de neige, et décide d'utiliser ses pouvoirs pour la faire tomber. Mais, eh bien, il me semble qu'il est appelé ailleurs. N'est-ce pas ? Parce que autant il est hyper doué pour faire tomber de la neige, autant j'ai l'impression que comme professeur de l'institut, il n'est pas hyper ponctuel. Parce qu'il y a Emma Frost qui lui rappelle que il doit se dépêcher parce que il y a une cérémonie pour le départ des élèves avant leurs vacances de Noël. Et donc il y a tous les professeurs qui sont derrière Emma, qui fait quand même vraiment principal d'école, vraiment à l'ancienne, assez strict, et les profs qui sont derrière et qui attendent. Même Wolverine attend sagement. C'est à noter. Ouais, il y a pas les griffes de sortie et tout, il est presque souriant, presque. Presque sobre aussi. Ouais, il y a pas la bière. À mon avis, il va y avoir une interdiction d'Emma parce que sinon il aurait pris la bière quand même pour fêter la fin des cours. Surtout à l'époque où ça a été écrit, donc en 2004, on le voyait souvent avec une bière à ce moment-là. Donc parmi donc les professeurs, donc on a Wolverine, on a Iceman, donc qui arrive un petit peu en retard. On a aussi donc le Fauve et Cyclope. On en a quelques autres qui sont forcément professeurs, mais qu'on ne verra pas dans cette histoire. Et face à eux, on voit les élèves dont la plupart sont fous de joie à l'idée de quitter l'institut et de rejoindre leur famille, puisqu'ils sont tous internes. Donc, en même temps, ça se comprend, vu que certains des cours consistent quand même à aller sur la Terre sauvage avec Wolverine. Ouais, t'es content quand ça s'arrête. T'as réussi à survivre, c'est déjà vachement bien comme semestre. C'est ça. Donc t'es content de rentrer à la maison. Et on voit au premier plan un élève qui semble beaucoup moins heureux de cette saison et de ce moment un peu particulier. Et bah oui, mais du coup, avant de retourner sur cet élève, on a quelques cas justement qui nous montrent bien justement le départ de certains professeurs. Donc on commence avec Wolverine qui décide de partir sur sa moto et en chantant une petite chanson, une ritournelle un peu connue et qui se moque un petit peu de la distinguée concurrence, puisque Jingle Bells, Batman Smells, Robin laid an egg. Voilà, une chanson assez connue. Ça j'ai bien aimé. Et je sais pas si tu as remarqué, mais j'ai l'impression que sa moto était le design de son ancien costume. Un peu jaune et tout ça, j'ai eu l'impression que il avait un peu pimpé sa moto, ce qui n'est pas très heureux. Oui, non, surtout qu'en plus c'est gouré sur les couleurs, ce serait le jaune qui devrait être dominant au lieu du bleu dominant, mais c'est vrai que les couleurs ressemblent, c'est vrai. Ouais, moi j'ai pensé à ça, je me suis dit, ouais, pourquoi pas. C'est ça, on a aussi donc le Fauve, donc qui commence un peu à dire qu'il
il a réservé une suite donc au Palace, qui va essayer de rattraper un petit peu tout ce qu'il n'a pas vu au théâtre ces derniers temps. Et du coup, il essaye aussi donc de voir s'il peut pas tout simplement se remettre un petit peu peut-être dans les bonnes grâces d'une de ses ex, Ouais, exactement. Trish. Trish ou Patricia Euh, Tilby. Ouais. Il est Euh, une journaliste qu'il avait connue à l'époque d'X Factor. mm, mm. Et c'est bien parce qu'on retrouve un peu le fauve hyper distingué, Oui. un petit peu charmeur et tout. Donc, moi, j'ai bien aimé là. Ces deux Mm. cases, c'était très sympa. Oh my stars and gathers, on va dire. Mais oui, c'est. Et du coup, on a aussi tous les étudiants qui partent. Mm. Et il y en a Justin en fait qui reste en fait avec son compagnon de chambre en fait donc qui s'en va et en lui souhaitant le meilleur tout en sachant que ça va être compliqué pour lui. Mm. C'est Kevin, dont le surnom est Weaver. Et dont on ne connaît pas encore le pouvoir à ce moment-là. En fait, on a tout au long de l'histoire, à chaque fois qu'un mutant arrive, on va nous donner son prénom, genre par exemple Scott Summers, son nom de code, Cyclope, et son pouvoir. Ouais. Pour l'instant, on sait juste qu'il s'appelle Kevin, et on nous donnera ça plus tard. Et justement, je parlais de Cyclope, c'est lui qui rentre donc dans le bureau d'Emma Frost, et celle-ci est au téléphone. Et on retrouve le caractère à l'époque d'Emma Frost, qui était un mélange à la fois d'arrogance et de froideur du glaçon, ou du diamant, pour être plus précis, Ouais. et le côté chef d'école et qui prend soin de ses élèves. Oui, elle a une longue histoire avec le fait d'avoir différentes écoles, tout ça. Mm. Donc, Et je trouve que pour moi, c'était la période la plus intéressante de la Reine Blanche, et qu'elle avait cette dualité qui est très intéressante parce qu'elle est en train d'appeler les parents de Kevin pour essayer de savoir est-ce que vous venez chercher votre enfant? c'est ça. Alors apparemment, c'est pas forcément les parents de Kevin, j'imagine qu'il a plus de parents, mais c'est une famille qui aurait dû l'accueillir pour les fêtes, si j'ai bien compris. Ouais, t'as raison, c'est ça. Ouais. J'avais, comme j'ai pas hyper l'habitude de lire en anglais, j'avais pas fait attention en effet que les noms de famille sont pas les mêmes. Donc, tu as totalement raison. Et justement, cette famille qui devait l'accueillir refuse de l'accueillir parce qu'ils ont leurs enfants à eux. C'est ça. Et donc, Kevin, ils en veulent pas. C'est ça, parce que les enfants, eux, ils les appellent des enfants normaux. Voilà. Et donc du coup, forcément, donc ça fout en rogne donc Emma Frost. Et du coup, eh bien, forcément, c'est parce qu'ils ont peur des pouvoirs et tout ça. Et forcément, donc, Scott essaye un peu de la calmer. Il y arrive à peu près. Ouais, alors après, Emma, elle est quand même prête à détruire l'humanité à cause de ça, donc on voit bien que elle peut parfois un peu s'emporter. Ah bah, c'est pas pour rien qu'Emma a quand même été parmi les antagonistes pendant un bon moment. Disons que, voilà. Il y a des restes. Voilà. Et donc du coup, c'est là qu'on apprend aussi qu'ils sont censés aller pendant les vacances sur une petite île qui s'appelle Pleasure Island, ou l'île du plaisir. Et bon, apparemment, ils peuvent pas emmener Kevin parce que c'est plutôt des plaisirs pour adultes, on va dire. Ouais, j'ai bien aimé ça et je me suis dit qu'il fallait que je contacte mon agence de voyage et que je prenne des billets. Parce que vu le regard un peu gêné de Cyclope quand ils ont proposé que Kevin y vienne, ça avait l'air d'être une destination qui pouvait être intéressante. C'est ça. Moi, deux choses du coup qui me paraissent bizarres, c'est qu'apparemment c'est Scott qui a pris les billets. Ouais. Donc il s'est quand même vachement décoincé. Et la deuxième chose qui me semble bizarre, c'est que pour moi l'île du plaisir, c'est dans Astérix et les 12 travaux. Et je pense pas qu'Emma tolère ce genre de choses, à mon avis. Et donc, ce qui est assez amusant, c'est que bon, Scott voit un peu son rêve s'effondrer, et on voit qu'il reprend son rôle de professeur. Il dit non, on va pas laisser Kevin tomber. Et donc, du Mais coup, on a quand même l'impression qu'il y a un léger regret quand même. Ah, il y a un léger regret. Il y a un léger regret aussi de la part d'Emma. C'est un truc qui peut lui plaire aussi, ça, très clairement. C'est donc ils annulent carrément donc leurs vacances
Donc pour faire en sorte bien simplement que un de leurs étudiants ne traîne pas dans le manoir tout seul comme un paria. Ouais, ouais. Et donc là, on voit que ce couple-là, il fonctionnait plutôt bien. Alors, c'est un peu gênant pour moi parce que comme Sonia est fan de Jean Grey, j'ai peur un peu de me faire virer du site, mais je trouve Alors, que... non, je pense que tu peux y aller parce que Sonia aime beaucoup Jean Grey, mais pas Cyclope. Ah, bon, bah alors, quand il était avec Emma, moi, je trouve que ça fonctionne très bien. Le Scott qui tempère, comme tu viens de le dire, Emma qui veut détruire l'humanité, eh ben, je trouve que dans cette case-là, ça fonctionne très bien. Et que dans la suite de l'histoire, c'est plutôt sympa. Oui, ils ont une alchimie qui fonctionne. Et donc, du coup, ils vont aller annoncer la nouvelle à Kevin. Et Kevin, il leur dit, mais Madame Frost, Monsieur Summers, enfin, vous étiez pas censé aller sur l'île du plaisir. Et c'est là qu'on a un petit échange télépathique. Je croyais que c'était censé être un secret, Scott. C'était un secret, mais t'en fais pas. Je vais tuer Logan, t'en fais pas. Et là, on voit que c'est super bien d'être un mutant quand même, parce que t'as pas besoin de dire les choses, tu peux penser et t'es peinard. Donc, moi je trouve que ça fonctionne bien là. Ils sont en train de s'échanger et on voit déjà la tension entre Cyclope et Serval qui monte et c'est plutôt pas mal. Ah, elle a toujours été là, une tension un peu amicale. Voilà. Et donc, ils savent quand même garder façade. Il dit, bah non, bien sûr que non. On avait prévu d'aller en Terre sauvage. Ouais, c'est ça. Les X-Men vont toujours en Terre sauvage de toute façon. Oui. Voilà. Mais c'est parce qu'il y a Sauron là-bas, c'est cool. Voilà. Ou alors ils vont à Genosha, mais je crois qu'à l'époque, ça avait déjà été détruit. Oui, donc, bon. Oui, Morrison est déjà passé par là. Et donc du coup, ils expliquent donc qu'ils ont arrêté donc leurs vacances donc pour passer Noël avec toi. Ça va être fun, non? Peut-être. Qu'est-ce qu'on va faire? En même temps, tu le comprends quoi. Ah L'idée oui, de passer clairement. des fêtes de Noël avec tes profs, c'est pas forcément la bonne idée que tu pourrais avoir quand t'es ado pour tes vacances de Noël quoi. Surtout vu le côté très strict et discipline qu'essaye de mettre en place Emma, surtout. Ouais. Mais du coup, ça ne les empêche pas, donc dès le lendemain, le 23 décembre, et bien tout simplement d'aller dans un célèbre magasin de jouets, donc FAO Schwarz Toy, donc qui est sur la 5ème avenue, et donc ils vont carrément. Emma lui dit, écoute, tu choisis 3 jouets et je te les prends. Ouais, et lui, si je me souviens, elle lui dit, on va faire comme faisait mon père. Il me laissait choisir les jouets que je voulais dans le magasin. Donc on voit quand même que ses parents c'était pas des prolétaires et que non. Elle avait de la thune quoi. Ah bah non, la Reine Blanche elle fait partie du Hellfire Club et tu rentres pas au Hellfire Club si t'es un manant, on va dire. Ouais. Et Kevin il pense qu'il est un peu vieux pour les jeux et du coup elle lui dit vraiment, même si on parle de jeux pour ta Xbox, c'est intéressant ça Miss Frost. Et par contre, on voit bien que c'est pas un truc actuel parce que personne ne porte de masque, il y a un monde fou dans les grands magasins. Là, au niveau de la diffusion du virus, c'est une catastrophe, quoi. Ouais, mais bon, c'est en 2004. Ah ouais, c'est du passé. Et si tu veux aller par là, après, on peut se poser la question d'aller voir soit donc un spectacle qui est assez connu, donc qui est au Radio City. En fait, c'est le spectacle des Roquettes. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. Ouais, je connais le lieu de spectacle, je le connais. Et ouais, ce genre de concert, je connaissais. Alors après, celui-là précisément, je ne connaissais pas, mais je sais que c'est très courant à Noël qu'il y ait des spectacles. Celui-là, en fait, est une tradition, puisqu'en fait, ils font donc des shows à Radio City, en fait, depuis Noël 1932. Et donc The Rockets, ça, c'est une tradition de Noël et qui continue encore aujourd'hui. Bon, je sais pas cette année en particulier avec tout ce qui se passe, mais normalement depuis 1932, t'as toujours ce show-là en fait à Radio City, donc c'est une tradition. Mais l'autre choix, c'est aussi d'aller voir le dernier blockbuster à la mode au cinéma. Et Emma est persuadée qu'ils vont aller faire le concert traditionnel. Mais évidemment, Kevin, il choisit d'aller au cinéma avec le grand bol de popcorn. Eh oui. D'ailleurs, on note que c'est Scott qui tient le bol de popcorn et pas du tout Emma.
Oui, on voit bien là que dans le trio qui forme, Emma est pas folle de joie. Elle a encore son bonnet d'ailleurs à l'intérieur de la salle de cinéma, ce qui n'est son bonnet en fourrure. Mm, mm. C'est pas hyper pratique à mon avis, donc on sent bien qu'elle pense qu'à une chose, c'est se tirer. Ouais, mais tu sens bien aussi que sur la cage juste en dessous, euh, qu'elle a quand même un début de sourire en voyant en fait la réaction en fait des personnes qui l'accompagnent. Donc elle est quand même touchée par ce qui se passe quand même. Ouais, ouais, la façade commence à fendiller de plus en plus. Mm, mm. Et donc du coup, bah, on passe au lendemain. On arrive le 24 décembre. Ce coup-ci, on va au Rockefeller Plaza. Donc un très grand complexe à New York, donc qui oui a une patinoire à l'intérieur, mais il y a aussi Mm. des magasins, des restaurants, il y a même les studios de la NBC et aussi eh bien le plus large sapin de Noël au monde. Mm. Voilà. J'aime bien toujours rappeler ce petit truc. Et donc du coup on les voit qui font de la patinoire. Et disons qu'être eh bien le leader des X-Men ne signifie pas qu'on est doué au patin à glace. Ah bah oui, oui, là on voit bien que, à mon avis, c'est purement un problème technique avec ses lunettes de quartz rubis et que ça n'a rien à voir avec ses talents de sportif parce qu'il se latte lamentablement. Et bon, bah, à mon avis, lui, il en fait pas un drame, mais Emma, avec son standing, est quand même vaguement choquée qu'en public, il se soit cassé la figure, quoi. C'est ça. Et donc du coup, Kevin, lui, regarde un petit peu les familles en fait autour de lui et disons que ça le travaille un petit peu quoi. Mm. Ouais, il est tout le temps, en fait, à chaque page, entre la joie d'être avec des parents de substitution Mhm. et en même temps de se dire, bah, les miens, j'ai pas de famille, quoi. Mhm. C'est ça, et donc on se retrouve un peu plus tard dans la rue, où tout simplement donc on les voit donc commencer à, on va dire, à choisir un sapin de Noël pour pouvoir le décorer. Mm. Donc tous ensemble et surtout c'est là que Kevin commence à nous dire qu'il pourra pas vraiment décorer le sapin, en tout cas pas avec les gants qu'il est obligé de porter. Et c'est là justement que les petits cadres enfin arrivent pour nous expliquer et bien tout simplement donc son autre code, comme tu disais Wither. On pourrait dire traduire en pourrisseur en gros. Et qu'on apprend donc ses pouvoirs. Donc c'est l'habilité en fait faire que toute chose organique en fait qui le touche, donc tout simplement commence à pourrir en fait. Ouais. C'est littéralement le toucher de la mort et Mm. pouvoir actuellement incontrôlable. Mm. Mais je ne connaissais pas du tout ce personnage avant, donc Enfin, il en a vraiment, vraiment très peu fait quoi. ouais, ouais, ouais. Voilà. En fait, on nous l'a un peu utilisé, tu sais, pendant le MD, en fait, quand on a cru que les gens avaient perdu leur pouvoir, en fait. À un moment, en fait, Kevin croit qu'il a perdu ses pouvoirs, il touche quelqu'un, enfin, elle perd sa main, tu vois, des trucs comme ça. Mm. Et donc là, oui, forcément, eh bien, on l'a vu récemment sur Krakoa. Voilà. D'accord, mais je suis pas encore, enfin, je l'ai pas vu. Euh, Donc on on l'a vu très vite. d'accord, bon, il Voilà. faut que je redise ça. Voilà. Et, C'est et donc, c'est- c'est un X-Men qu'on n'a pas vu beaucoup, quoi. ouais. Et donc pendant que les garçons choisissent ce sapin, et Mhm. ben Emma est partie chercher les cadeaux de Noël. Et ils se retrouvent après tous ensemble à l'Institut Xavier. Tout à fait. Et eh bien, Scott nous fait part tout simplement de sa capacité à chanter, donc en chantant Douce Nuit, Sainte Nuit, Mm. et aussi, eh bien, du coup, en allumant le feu dans la cheminée, en utilisant eh bien, ses rafales optiques. Mm. Et je trouve cette case assez classe quand même. Ouais, 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 on voit qu'il le maîtrise très bien, qu'avec un fin rayon, et on voit, ce que je trouve bien, c'est comme tu disais, c'est qu'on voit la joie de fêter Noël à cette période, le sapin derrière décoré, les chaussettes près de la cheminée, enfin, Mm, mm, la famille qui se recrée autour de Kevin et de ses parents de substitution. Donc c'est très joli. mm, mm. Et, Et- et ce qui est très bien fait, c'est que justement, juste en dessous, ben, il y a Kevin qui est, on pense, dans sa chambre. mm, mm. Mais lui, il n'est pas vraiment du tout à la joie, quoi. Il est en Ouais, train de non. regarder
d'anciennes photos de famille C'est ça. et de voir sa famille. Et on sait toujours pas ce qui s'est passé. Bah, Mais en fait, c'est un personnage qui est apparu dans le troisième numéro de New Mutants, en fait. Alors, pas New Mutants, la série que tu connais avec les Nouveaux Mutants, la deuxième série New Mutants. Et en fait, quand il a un peu découvert son pouvoir, disons qu'il a tué son père. d'accord. Voilà. Donc, forcément, ça n'aide pas beaucoup. En fait, ça a commencé, je crois, avec les plantes du jardin. Des choses comme ça, ses vêtements, et puis son père, ensuite. Donc forcément, quand il regarde ses photos de famille, il se sent pas forcément toujours à la joie. Mm. Mais heureusement, eh bien, Emma Frost arrive, et donc du coup, elle commence à lui expliquer que quand les gens vieillissent, en fait, les mutants, les mutations peuvent évoluer. C'est un thème qui a commencé à arriver donc à cette époque-là chez les mutants. Et même parfois avoir des mutations secondaires, comme c'est le cas pour Emma Frost, qui donc, en plus de ses pouvoirs télépathiques, a désormais la capacité de pouvoir transformer son corps en diamant. Et ça va être assez utile, je crois, pour ce qui va suivre. Ouais. Alors, elle dit ça quand même avec un pull hyper moulant. C'est Donc, Emma Frost, hein. Ah, ouais. Ouais. Là, on est dans le. Voilà. Quand j'ai parlé des dessins, ouais, là, j'ai pas été hyper fan quand même. Je trouve que là, les obus sont quand même hyper prédominants. Mais bon. Oui, Mais par contre, juste après, c'est que l'histoire est quand même très mignonne parce que elle lui explique que comme elle peut se transformer en diamant, le diamant est dérivé du carbone Mhm. et que il se dégrade extrêmement lentement. C'est ça. Donc elle lui dit qu'il faudra surtout pas répéter ça aux autres, mais que c'est un peu son chouchou dans l'école et que si, en toute amitié, si ils veulent se retrouver près du feu avec Scott, et elle pourra lui tenir la main parce que elle ne se dégradera pas. C'est ça. Donc du coup, il va pouvoir toucher en fait quelqu'un de vivant. En fait, c'est un peu la même malédiction qu'on a pu avoir avec Malicia, alias Rogue. Forcément, à une certaine époque. Et donc là, on arrive sur ce genre de bail. Et on finit donc sur une case où en fait Emma Frost tient la main de Kevin et dans les bras de Scott aussi qui continue à chanter devant la cheminée. Oui. Et quand tu parles des dessins, moi ce qui m'a le plus choqué c'est l'espèce de grosse paluche qu'il a fait à Scott. Je sais pas ce que c'est, mais il a des mains de géant le. Surtout quand tu compares, à mon avis, par rapport aux deux mains, ou alors c'est peut-être une question de lumière, je ne sais pas, mais il y a quand même un léger problème entre les deux mains, quand il y en a une qui est quand même beaucoup plus grosse que l'autre, quoi. Ah ouais non moi j'ai 3 doigts, il fait avec seulement 3 doigts il fait l'épaule d'Emma Frost. Waouh, c'est pas mal. Mais en tout cas, c'est la fin, et on nous dit, voilà, de bonnes fêtes à tous, et même au professeur Logan. Ouais. Et ça, c'est Dieu vous important. bénisse quand même, hein. Oui, c'est l'Amérique. Ouais. Et donc voilà. Donc du coup, j'imagine que ton avis est toujours positif. Ouais, j'ai trouvé ça. C'est 10 pages, on a dit, je crois. Sur 10 pages, c'est super bien. Mm-mm. Ça aurait fait un run de 30 épisodes, là, je pense qu'ils auraient pas à tenir, hein. Mais sur 10 pages, on retrouve les différentes étapes, un peu de la préparation de Noël. On Mm-mm. retrouve ce que je trouve très beau, c'est justement ça, l'idée que t'es orphelin, t'es rejeté par les autres. Mais les X-Men sont là pour s'occuper de toi, et la famille, c'est aussi les personnes qu'on choisit et qu'on trouve au cours de la vie et qui reconstituent une famille. Donc j'ai trouvé ça très très bien. Mhm. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est justement, c'est le fait de pas t'expliquer de suite en fait son pouvoir et donc quel est le Mm. problème au final, de vraiment repousser un petit peu cette révélation et tout de suite après justement te donner en fait la solution pour avoir une sorte, alors pas d'happy ending puisque tous les problèmes sont toujours là, mais en tout cas de résolution satisfaisante on va dire, ou quelque chose qui finit sur une note en tout cas positive. C'est-à-dire que oui, son problème qui est de ne pas pouvoir toucher quelqu'un est au moins temporairement réglé.
Voilà. Ouais, puis ce que je trouve bien, comme tu disais, c'est que c'est un personnage original dans la famille des X-Men qui s'occupe d'apporter de la joie. Hmm. Et Emma Frost, c'est pas souvent l'image qu'on met en avant. Mais là, on voit bien la maîtresse d'école et en même temps la personne qui est très touchée par les enfants. J'ai bien aimé ça. Hmm, hmm. Oui, bah ça fait partie pour le coup maintenant de ces traits de personnage depuis bien longtemps, depuis les lions et tout ça. Ouais. Ça remonte quand même à pas mal maintenant. Ouais, alors après, justement, ce qui est. Enfin, dans House of X, c'est un peu revenu, mais il est juste avant, quand elle était redevenue méchante, tout ça. Ah oui, oui, mais Oh là ça, là, voilà, non, mais ça, il faut mieux oublier cette période. voilà, c'est ça. Mm. Voilà. Et Pour, euh, pour, ce que, pour, pour les X-Men, oui, il y a pas mal de choses malheureusement ces dernières années qu'on peut oublier. ouais, il y a eu un long tunnel. Puis, en plus, je trouve que le scénariste, donc Roberto Aguirre Sacasa, Oui, il reprend les codes des X-Men parce qu'à mon avis, il y a aussi un sous-texte sur l'homophobie. Parce que, enfin, moi, je l'ai lu comme ça. Quand il est rejeté par la famille de substitution, mhm, parce que les autres sont normaux, donc Roberto Aguirre Sacasa, il est homo, et il a participé à la modernisation de Archie Comics, si je me trompe oui, pas, tout en à tant fait. qu'éditeur. Et je pense qu'il y a un peu déjà de ça, cette idée de mettre en avant des problématiques plus modernes et une image moderne de la famille. Moi, je le lis un peu là-dedans. Et je Mhm. me demande si il n'avait pas déjà ces idées dans la tête avant d'aller vraiment chez Archie. Oh, c'est possible. Il a aussi participé à Young Avengers Present, Mm. donc qui est quand même assez sympathique. Donc justement, et donc dans Young Avengers Present, il avait fait donc le numéro qui était sur Wiccan et Speed. Donc du Ouais. coup, encore une fois, on rentre donc dans les thématiques dont tu parlais de l'homosexualité pour le coup. Mm. De toute façon, il a pratiquement écrit que du Marvel, ou donc du coup ce que tu as dit donc chez Archie. Donc du coup, il a fait pas mal des titres d'horreur en fait qu'on a eu, donc Afterlife, les Chilling Adventures of Sabrina, et pas mal aussi bah, du reboot, on va dire enfin pas d'Archie, mais du coup la série qui s'appelle Riverdale tout simplement. Ouais. Ouais. Mm, mm. Mais ouais, ouais, c'est possible qu'il y ait ça. Après, ça s'applique à l'homosexualité, ça s'applique au racisme, ça s'applique à énormément. Enfin, toute chose justement qui consiste à faire de la discrimination basée sur quelque chose que ce soit finalement. Ouais, 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 C'est un peu la force de la métaphore des X-Men, quoi. ouais, c'est ça. C'est qu'il y a vraiment c'est un groupe qui luttait contre l'intolérance. Mhm. Et là, on le voit bien et c'est très sympa à lire, quoi. Mm, mm. Oui, puis il y a même si c'est court et même si certains passent seulement en coup de vent, on voit quand même pas mal de personnages. Hum. Puisque on se permet quand même de faire des tout petits trucs sur Iceman, sur Wolverine ou sur le Fauve. Ce qui permet en fait du coup de pas juste avoir le côté où on se dit bon bah du coup c'est vraiment centré que là-dessus, on voit d'abord que le monde est plus grand, mine de rien. Ouais. Ah C'est- ouais, tu pars de l'école pour arriver à une famille à la fin Mm, mm. autour du feu, quoi. Oui, c'est un peu ça, oui. Mais c'est ouais, c'est un numéro enfin c'est une histoire pour le coup qui pète pas trois pattes à un canard, on va dire, Hum. mais qui a clairement une histoire à raconter et qui le fait tout simplement bien. Ouais, et puis ça me rappelle souvent dans le run de Clermont, tu avais Mhm. de temps en temps des épisodes comme ça, entre deux aventures, où en gros il se passait rien comme action, mais ça permettait justement aux scénaristes et aux lecteurs de s'intéresser vraiment aux personnages et d'être touchés par ce qui se passe. Mm, Et mm. là, je pense que c'est exactement ça qui se passe entre, bon, quand même surtout Emma et Weaver. Mais Mm, même mm. Scott a un petit rôle à un endroit, et je trouve que quand on est un vieux lecteur des X-Men, ça rappelle des souvenirs et c'est très agréable. Oui, oui, Scott est un peu effacé, on est plus sur Emma. Scott est là en tant que assiste, on va dire. Mm. Mais en tout cas, à chaque fois qu'il a un truc à faire, tu vois qu'il le fait bien. Il est à côté du gamin, ils ont le popcorn à deux, ils vont acheter le sapin ensemble, tout ça. Enfin, tu sens bien que oui, il fait aussi des trucs, quoi.
Mais bon, c'est vrai que des deux adultes, on va dire, le côté professoral et donc qui s'occupe plus des élèves, ça a toujours été Emma. Ouais. Cyclope, c'est plus. Il y a un peu plus d'action, on va dire. Oui. Et donc forcément, là, dans un épisode comme ça, il est en retrait. Ah, il est en retrait, mais il a toujours eu du cœur aussi. Voilà. Mm. C'est pas pour rien aussi que c'est le chef d'équipe. C'est généralement celui qui prend sur lui pour que l'équipe fonctionne et voilà. Ce qui fait qu'il se lamente beaucoup. Non, mais c'est du coup. Ça m'a toujours fait rire en fait ce qu'on peut dire sur Cyclope en fait, qu'on dit qu'il se lamente tout le temps et tout ça, alors que, enfin, je veux dire, il y a des chouineurs professionnels dans l'équipe, dont Wolverine. C'est un chouineur professionnel, sauf que lui en fait il laisse libre cours à sa colère en fait. Ce qui fait que Scott la rumine en fait, c'est qu'il la laisse pas s'extérioriser, justement parce qu'il prend sur lui, parce que c'est le chef d'équipe et que le chef d'équipe il doit prendre sur lui. Ouais, puis que c'est aussi tu vois, c'est un orphelin Mm-mm. qui a appris à cacher ses sentiments pour pas subir trop dans l'orphelinat. C'est le grand frère de la famille qui a dû montrer à Vok qu'il fallait pas souffrir. Il a été tout de suite le leader des X-Men, donc Oui. c'était aussi pareil, il devait montrer que lui était infaillible. Et, Mm-mm. et je trouve que ouais, ça fonctionnait bien, quoi. Et que c'est justement quand il était concurrencé par Tornade dans les années 80, Ouais. tu voyais justement voilà, le mec infaillible qui finalement devait accepter de laisser la place à quelqu'un et qui avait du mal à trouver une autre place parce il avait jamais été autre chose qu'un chef. Donc Mm-mm. il n'avait, à part avec Jean Grey, mais ça avait été un échec, qui n'avait pas vraiment de vie privée et je trouvais que ça c'était vraiment bien rendu. Mm-mm. Et là justement il a dépassé cette phase-là, cette époque-là, et il est en couple tout en étant un chef d'équipe. Et C'est même ça. si ça n'apparaît que quelques pages là, je trouve que c'est bien rendu. Tout ça, ça correspond bien à la logique des différents personnages. Mm-mm. Tout à fait. Par contre, là, je crois qu'on a un peu tout dit, on va dire, sur le numéro en lui-même. Mm. Et puis du coup, je pense aussi qu'on a parlé de ce que tu voulais rajouter, donc de parler du sens des X-Men et tout ça. Ouais. Donc je crois qu'on a fait un peu tout ce qu'on avait marqué sur notre feuille de route, et donc malheureusement il va être temps de se dire au revoir. Quelle Je suis tristesse. désolé. Bon, après tu sais que c'est pas pour toujours, puisque on a toujours des choses à enregistrer plus tard. Oui, on se reverra. Voilà. Mais du coup, voilà, ce sera quand même sans doute l'année prochaine pour nous. Donc faisons durer encore un tout petit peu le plaisir. Et je vais te laisser tout simplement un petit moment, tout simplement pour parler un petit peu de ce que tu as fait dernièrement et bien continuer à te mettre un petit peu en valeur parce que tu le mérites, bon sang. Vas-y, la scène est à toi. C'est très, très gentil. Comme je disais, je continue régulièrement à écrire sur Comics Have the Power. Mhm, Et comme tu le sais, on a un nouveau rédacteur en plus sur tout le à site fait. avec Dragnir. Donc c'est très sympa. On a même fait un article à quatre en fait, Siegfried, Sonia, Dragnir et moi, Mhm. sur les 4 fantastiques Grand Design. Donc je vous le conseille parce que on a pris beaucoup de plaisir à faire ça, chacun de notre côté. Et c'est assez amusant de voir les différentes visions qu'on a du livre et puis surtout les différents styles qu'on a d'écrire. Donc ça, c'était très sympa. Ok, je mettrai le lien de cet article dans la description. Voilà. Et puis autrement, en fait, comme j'ai expliqué, on travaille forcément à côté, et donc j'ai plein d'articles en retard parce que en fait, ça devient quand on commence à écrire, ça devient une maladie. C'est-à-dire dès qu'il y a un bouquin qui plaît, Mhm. on a envie d'écrire dessus. Donc, tout en ayant le bouquin dans une main, on sort le téléphone de l'autre et on prend des notes. Après, on met les notes sur un document en disant, dès que j'aurai le temps, je ferai l'article. Et puis, voilà quoi, les vacances approchent et donc je vais profiter de cette période de congé pour rédiger plusieurs articles sur House of X Mhm. et puis sur le run de No Shanty sur Daredevil. Ah. Et donc un jour, ça arrivera sur le site. Mhm. Un de mes préférés sur Daredevil, celui de No Shanty. Ah, moi, je suis fan.
Je l'ai relu là, il y a pas très longtemps. Et je l'avais pas lu, je l'avais pas relu depuis que c'était paru à l'époque. Donc, quel âge j'avais à cette époque-là? J'avais, je sais pas, j'avais 17 ans peut-être. Et j'avais été scotché. Et je les ai relus maintenant que je suis légèrement plus âgé. Et moi, je trouve que ça n'a pas vieilli, quoi. C'est incroyable. Ouais, non, ça envoie toujours du bois, ouais, c'est un run que j'apprécie vraiment. Alors, je suis pas toujours un grand fan de Tête à Corne, je veux dire, c'est un très bon personnage et tout ça, mais j'ai tendance un peu à trouver que parfois ça se répète un petit peu, on va dire. Bah, il y a eu des runs tellement marquants que on retrouve des fois un peu toujours la même logique. Le héros qui s'effondre et qui tombe à terre. Oui, c'est ça, et puis... et qui se relève. Ouais, et puis qui perd son identité secrète aussi. Genre, Ouais. ça commence à faire beaucoup pour lui quand même. Mais ouais, non, ce run-là, justement, je l'aime bien, justement, parce qu'il propose autre chose. Avec toutes ces histoires avec ses démons, voilà, et même le passage un peu psyché chelou avec Ultron. Ouais. Mais ça marche bien. Ouais, si tu le relis maintenant, tu as tout un sous-texte sur le féminisme et la représentation des femmes Oui. qui est d'une modernité pour l'époque qui est hallucinante. Ah bah... J'avais pas tout capté à l'époque. J'avais, en effet, comme tu l'avais dit, je m'étais dit, ouais, c'est chelou là, cette histoire de qu'est-ce qu'il fout avec cette blonde là. Enfin, je comprenais pas tout. Et en le relisant maintenant avec tout le mouvement MeToo et sur la représentation des femmes, c'est incroyable, quoi. Bah, c'est ça, parfois d'avoir une autre... justement, d'avoir une scénariste, tout simplement. Ouais, exactement. Ça permet de varier un petit peu, justement, parce que parfois, oui, il y a un peu de surplace quand même dans les super. Et du coup, ouais, non, moi j'aime beaucoup aussi donc, le run de No Shanty, donc hâte de lire ton article. Ton ou tes articles d'ailleurs, parce que c'est assez long, mine de rien, le run de No Shanty. Bah, comme je me baserai sur l'édition en français, il y a deux. Oui, il y a deux gros tomes, ouais. Donc je pense le faire en 2 tomes. Mais après, comme j'ai dit, comme j'ai adoré, j'ai pris des tonnes de notes, donc je dois avoir 8 pages là-dessus. Donc ça va me prendre du temps à écrire. Ok. Et bien du coup, ce sera au long cours. Voilà. Tu tisses pour plus tard. Exactement. Pour Pâques, puisqu'on est dans les fêtes, peut-être pour Pâques, pour le 14 juillet, je ne sais pas. D'accord. Je dirais à mon papa que c'est pour son anniversaire, puisque mon père est né le 14 juillet. Tout pile. Voilà. Il a toujours cru qu'on faisait des feux d'artifice pour lui quand il était gosse. Ah bah, c'est quand même vachement bien. Ouais. Moi je suis né le 1er avril, tu vois, et j'étais persuadé que les poissons c'était pour moi, quoi. C'est moins fun, ouais. Et ben du coup, je crois qu'on a fini là pour le coup. Donc je vais dire à tous ceux qui nous écoutent ou nous regardent, tout simplement à plus tard. Et puis à demain donc pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. Et puis à toi je vais te dire au revoir. Salut. Au revoir et puis merci beaucoup pour l'invitation. De rien, t'en fais pas. Quand tu descends du ciel, ce sera pas